Julien Morel, directeur de ESSEC Ventures, c'est l'incubateur de l'ESSEC. Juste en un mot, l'ESSEC, il y a 60 startups qui sortent maintenant chaque année. C'est un phénomène assez nouveau par rapport à il y a 10 ans. On a un incubateur étudiant à Cergy, on a une pépinière d'entreprise à la Défense, on a même un fonds. Nous-mêmes, on investit des tickets de 50 000 euros. Et aujourd'hui, on est là ici autour de témoignages d'entrepreneurs avec leurs investisseurs. L'idée, c'est vraiment de donner des témoignages concrets de la manière dont ça s'est passé, avec une intervention en trois parties. La première partie, c'est avant l'investissement. Comment est-ce que l'entrepreneur allait chercher des fonds? Qu'est-ce qui l'a motivé? Comment il a démarché? Côté fonds aussi, qu'est-ce que recherche le fonds en amont? Quels sont ses process? Deuxième aspect, c'est après la rencontre, eh bien, la négo. Comment ça s'est passé? Quels ont été les points clés, les points difficiles? Et on rentre le plus possible dans le concret, dans les détails vraiment personnels. Donc je vais essayer de rentrer dans l'intimité de notre couple. Voilà. Et puis troisième partie, qui est la partie comment se passent les relations depuis. Qu'est-ce que le fonds apporte, au-delà de l'argent? Qu'est-ce que l'entrepreneur peut apporter au fonds? Et comment tout ça fonctionne-t-il? Donc là, je suis très heureux d'accueillir Alexandre, qui a fondé Ami Paris et qui vient de lever 400 000 euros auprès de CDC. Et pour représenter CDC, Cédric Lowenbach, directeur des opérations de CDC. Je vais leur demander de se présenter et présenter leur entreprise en quelques mots, et puis on rentre dans le vif du sujet juste après. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Mathieussy, j'ai 32 ans et je suis le créateur et fondateur de la marque Ami, qui est une marque de prêt-à-porter pour hommes. Donc je suis styliste. Donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille au sein de grandes maisons de couture en tant que styliste homme. D'abord, voilà, j'ai commencé ma carrière chez Dior, j'ai travaillé chez Givenchy, j'ai travaillé après chez Marc Jacobs, que j'ai quitté à la mi-2008, avec l'idée en tête de créer ma propre marque. Voilà, j'ai toujours dit un peu comme ça en plaisantant que si j'avais été boulanger, j'aurais ouvert ma boulangerie. Donc voilà, là j'ai été styliste, donc je voulais avoir ma propre marque pour moi tout seul. Et c'est une aventure que j'ai commencée en octobre 2010. Et ça fait donc 2 ans, un peu plus de 2 ans que ça dure. Voilà. Et après, j'entrerai dans les détails. Donc, Cédric Lowenbach, je suis directeur du pôle Capital Développement sectoriel, en fait, au sein de CDC Entreprises. Donc, CDC Entreprises est une filiale de la Caisse des dépôts. On gère 7,8 milliards d'euros. Donc, effectivement, l'investissement de 600 000 euros est un petit investissement. En fait, au niveau de CDC Entreprises, on a développé un certain nombre d'expertises sectorielles et de fonds spécialisés dans certains secteurs. Au sein de ces fonds, nous avons Patrimoine et Création qui est dédié aux industries créatives et culturelles, qui investissent dans le domaine des médias, cinéma, audiovisuel, musique et luxe, mode. Et on a en fait pris en gestion en 2009 une structure. Cédric, je t'interromps juste une seconde. Je crois que le micro que j'ai est un peu plus puissant. Est-ce que c'est le cas? Oui, ok. Oui, effectivement, c'est mieux. On gère Mode et Finance, qui est une structure qui est dotée de 10 millions d'euros, donc qui est une petite structure d'investissement, qui investit dans de jeunes marques avec l'objectif de permettre le développement de nouvelles marques. Donc nous investissons des montants compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros dans des sociétés exclusivement françaises, qui nous paraissent intéressantes et avoir un potentiel de développement en France, mais aussi à l'international. Donc, voilà. Alors, on a deux cas très intéressants. Un styliste qui lève de l'argent, ça n'arrive pas tous les jours, on voit les ESSEC, les businessmen, etc. Et donc, ça va être intéressant de comprendre votre démarche, comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous a motivé, quels ont été votre parcours. Et puis également, de l'autre côté, CDC, qui est connu comme étant évidemment le bras armé de l'État et très gros montant, qui investit finalement dans une start-up avec un montant dans le segment de l'equity gap, 400 000 euros. Donc, particulièrement intéressant. Est-ce que c'est possible de nous décrire votre parcours, votre cheminement de pensée pour cette levée de fonds, peut-être rentrer un peu plus dans le détail de votre entreprise, et puis à quel moment vous avez décidé de passer ce cap-là? Je vais essayer d'être précis et concis. Alors donc j'ai
commencé des études, enfin, j'ai fait des études de stylisme, donc je ne suis absolument pas au départ dans la finance ni dans l'économie, donc mon parcours il est vraiment créatif au départ. Donc j'ai eu la chance de travailler pour des grandes maisons, voilà, apprendre mon métier et pendant quelques années, enfin, pendant 10 ans presque, voilà, être un bon styliste j'espère. Et du coup, quand j'ai eu l'idée de monter cette marque, la première chose que j'ai faite finalement, bizarrement, ça a été un business plan. Alors j'ai eu de bons conseils, j'ai été très entouré. C'est vrai qu'en sortant du groupe LVMH, on a l'occasion, dans les maisons pour lesquelles j'ai travaillé, de travailler en étroite collaboration avec les gens du marketing, donc des chefs de produits, des directeurs marketing. Donc on a une notion finalement dans le métier pur et dur qui est celui d'être créatif. Dès le départ, une notion marketing importante parce que voilà, on est quand même on est là pour vendre des vêtements, donc tout se calcule. Bien sûr, il y a une volonté créative toujours au départ, mais à la fin, ça reste un produit avec une valeur commerciale et qui sera vendu donc en boutique, sur Internet ou dans les grands magasins. Enfin, bon, bref. Donc l'idée de la marque Ami, ça a été, suite à mon expérience dans le groupe, de créer une marque qui me ressemble. Donc ça, c'était le postulat de départ, c'est-à-dire finalement me remettre en connexion avec les vêtements que je dessinais. Donc c'est vrai que c'était quelque chose que je commençais, enfin, je souffrais pas, hein, j'étais un styliste très heureux, mais j'avais l'impression que les vêtements que je dessinais pour les autres dans les grandes maisons, ils étaient déconnectés d'une certaine réalité. Enfin, du moins, elle était déconnectée de la mienne parce que même si on peut gagner très bien sa vie en tant que styliste dans une maison, on peut rarement se payer les vêtements qu'on dessine. Donc voilà, ça a commencé comme ça, où j'avais envie de porter des vêtements que je dessinais, et puis au moins voir mes amis qui m'entourent, enfin les gens qui m'entourent, les gens que j'aime et les gens qui m'inspirent, porter aussi les vêtements que j'allais dessiner. Donc voilà, donc la marque Ami, c'est ça au départ, c'est une marque qui m'est destinée, qui est destinée aux gens qui m'entourent et qui m'inspirent, mes amis. Donc voilà, ce sont les initiales de mon prénom et mon nom de famille, un anagramme de Alexandre Mathussi en fait. Et mon premier rapport finalement à la création d'entreprise s'est fait avec l'aide de Daniel Piette, qui est donc président de la cellule d'investissement de L Capital chez LVMH, qui est donc la cellule d'investissement de Bernard Arnault, et en fait qui m'a donné un gros coup de main finalement sur la mise en place du dossier. Alors certes créatif, ça c'était une partie que je maîtrisais plutôt bien, parce que c'était vraiment la volonté de dessiner mon propre univers, et finalement comment organiser le montage d'une marque, comment construire une structure, calculer les coûts, combien ça coûte de créer une collection, de la produire, d'avoir des perspectives de développement aussi assez rapidement, savoir comment on imaginait de construire cette marque, comment on imaginait qu'elle se développe commercialement évidemment et en termes d'image et de communication. Donc tout ça, ça s'est précisé très très vite. Et malgré le fait que l'investissement ne s'est pas fait par El Capital parce que c'était une structure qui était encore, enfin mon projet était encore à l'étape embryonnaire à l'époque, il a été pour moi très important de rencontrer assez rapidement des banques et des investisseurs privés. Finalement, c'est dans mon entourage que j'ai d'abord fait appel. En fait, j'ai parlé de mon projet autour de moi et j'ai fait une rencontre en mai 2010 qui a un peu tout changé. J'ai rencontré mon associé, donc un garçon qui s'appelle Sébastien Léopold, qui avait lui eu un grand succès dans une entreprise qu'il avait créée en 2009, qui était une société de solaire, enfin de solaire, enfin de qu'on appelle photovoltaïque, voilà. Donc c'était un entrepreneur assez génial, c'est quelqu'un qui est hyper créatif dans son genre et qui du coup quand on s'est rencontrés m'a dit écoute moi je veux bien te donner un coup de main sur ton histoire. Et donc on a recommencé à zéro et on a commencé à réfléchir à nouveau à l'idée d'un business plan, de coûts précis, de savoir dans quelle situation je voulais créer mon entreprise. Donc voilà, ça c'était une conversation assez simple. Et puis finalement, on a levé, donc on a créé une holding tout de suite. Donc là, c'était un conseil que que j'ai suivi d'ailleurs, mais dont je suis assez fier. On a créé une structure de base dans laquelle sont regroupés et réunis les 9 premiers actionnaires historiques. 9 étant mon chiffre porte-bonheur, donc ça tombait plutôt pas mal. Et avec des tickets d'entrée qui étaient des tickets compris entre 20 000 et 30 000 et 50 000 euros. Donc c'est vraiment des gens qui ont cru au projet, donc ça passe vraiment au départ dans quelque chose d'affectif finalement, dans l'idée d'être séduit par un projet auquel ils ont cru et auquel ils croient encore. Et donc on a fait une première levée de fonds à hauteur de 250 000 euros, qui m'a permis finalement de créer une structure en escalade, enfin en dessous, qui est donc la structure aujourd'hui qui exploite la marque et qui est donc qui crée donc le chiffre d'affaires et qui est donc la société exécutive de la marque Ami Paris. Donc après, donc voilà, on a commencé l'aventure comme ça. On a eu beaucoup de chance parce qu'en fait la mode est quand même un milieu assez compliqué, ça on peut l'imaginer assez facilement.
Mais c'est vrai qu'on avait toujours, dès le départ, enfin, on a toujours cru au départ au projet. On savait qu'il avait un potentiel. C'est-à-dire il était d'abord, c'était le bon moment pour faire une marque comme celle-ci, dans le sens où justement, on était tous dans ce constat alors, je vais pas dire déprimant, mais on se rendait compte que la mode qu'on voyait dans les magazines ou la mode qu'on voyait à travers la télé ou tout ce qu'on voit de la mode finalement masculine, elle était quand même ultra créative. Et que très peu de gens, finalement, quand on demande à notre entourage, voilà, est-ce que tu t'habillerais comme ça, est-ce que tu aimes bien ce truc, finalement, on avait très peu de retours positifs. Et même pour les maisons pour lesquelles je bossais, c'est vrai qu'on avait toujours un espèce de décalage encore constant sur ces vêtements qu'on montrait, et puis finalement cette réalité qui nous ressemblait jamais en fait. Et donc Ami, ça a séduit tout de suite par son aspect classique. Finalement, c'est une collection qui est plutôt classique, qui est créative. Donc c'est quand même avec il y a un vrai travail de styliste, de direction artistique. Et puis c'était une proposition d'un vestiaire un peu complet, comme ça, avec des costumes, des vestes, des pantalons, des chemises, des chaussures. Voilà, on a un vestiaire global. Et donc on a rencontré de succès commercial assez rapidement. On a signé des contrats d'exclusivité avec des grands magasins américains qui sont la chaîne Barneys, donc un department store américain. Donc on a signé une grosse exclusivité avec eux. On a aussi signé une exclusivité avec Le Bon Marché. On a tout de suite eu un corner en fait. On a signé une exclusivité également avec Mr Porter, qui est donc le site de vente en ligne, le pendant masculin de Net-à-Porter. Donc Mr Porter, je vous invite tous à aller voir pour aller découvrir notre collection. Et puis du coup, voilà, on a eu un chiffre d'affaires en fait dès les premières semaines de présentation de collection. Ce qui nous a permis d'enclencher tout de suite, évidemment c'était prévu, auquel cas ça n'avait pas marché la première, de pouvoir financer une deuxième saison, puis une troisième, et puis voilà. Donc on a rencontré le succès commercial assez rapidement. On a fait après, à plusieurs reprises, des petites levées de fonds qui nous ont permis de financer notre besoin en trésorerie, parce que évidemment notre société était jeune, donc les banques finalement ne jouaient pas forcément le jeu au départ. C'est vrai qu'on était sur une structure qui avait à peine 8 mois, qui présentait un intérêt commercial important, mais qui avait quand même besoin d'un peu d'argent pour financer la production, sachant qu'on est toujours dans des BF, enfin des flux de trésorerie qui sont assez tendus, sur des périodes où finalement on livre la collection, on la facture, enfin on la produit la collection, on la facture, on la livre, et la différence entre le paiement des factures avec nos fournisseurs et puis finalement l'attente des paiements des clients, il y a une espèce de delta comme ça d'un mois, 2 mois, donc qui est toujours un peu difficile à financer, surtout au début. Et donc je vais raconter après la rencontre avec la Caisse des dépôts qui est venue nous voir. En fait, on avait, dès la première saison, décidé de présenter notre collection dans un pop-up store. Donc un pop-up store, c'est une boutique éphémère, c'est se donner finalement l'opportunité de rencontrer notre clientèle, pas forcément à travers le prisme du grand magasin, donc vraiment de décider de créer un petit commerce sur une période éphémère. Donc on a ouvert 2 pop-up stores à 6 mois d'intervalle, rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier, et on a monté une petite boutique comme ça avec nos fringues, nos vendeurs, notre packaging, notre univers, et du coup on s'est rendu compte que le produit plaisait beaucoup et ça a très très bien marché. Et c'est à ce moment-là que la Caisse des dépôts intervient, parce qu'ils sont venus par hasard, j'espère, visiter notre pop-up store. Voilà. Alors justement, est-ce que c'était vraiment le hasard? Comment est-ce qu'un fonds comme CDC fonctionne pour trouver effectivement ses cibles? Alors en fait, les fonds thématiques, on a l'avantage de s'intéresser à un segment particulier. En l'occurrence, Mode et Finance, c'est la mode et le luxe. En fait, on réalise en interne des études très, très poussées sur les secteurs dans lesquels on souhaite investir. On identifie un certain nombre de marques. Et donc, en fait, il se trouve que Delphine fait partie de l'équipe. En lisant un journal, tombe sur la marque Ami. Il se dit, tiens, je ne connais pas. Donc, elle se renseigne et elle se rend compte qu'effectivement, il existe un pop-up store qui vient d'ouvrir, et donc elle se rend dans ce pop-up store, et c'est comme ça qu'en fait on a pris contact. Alors c'est le début du chemin, parce qu'ensuite donc notre objectif, c'est par le biais de salons, donc on va dans des salons professionnels, on essaie de rencontrer un maximum de marques, et ce qui permet de rencontrer les managers et les entrepreneurs, et puis ensuite de progressivement rentrer dans le détail du projet et de voir si le projet correspond à nos critères, et ensuite si on considère que c'est un projet avec du potentiel et intéressant à financer. D'accord, apparemment c'était le cas là. Oui. Comment s'est passé en deuxième partie la négociation? Parce que vous investissez donc 400 000, il y a déjà des actionnaires, il y en a beaucoup apparemment, beaucoup de petits. Comment tout ça a fonctionné?
Rentrez dans le concret, expliquez-nous. Voilà, vous êtes donné Alors, rendez-vous. Alors comment on fonctionne en général? Donc il y a un premier contact, un premier rendez-vous qui est organisé, qui permet en fait de discuter de l'ensemble du projet. Donc ça va le parcours des managers, l'historique de la marque, l'historique de la société, ensuite les chiffres, l'actionnariat, le marché. Donc ça permet de brosser finalement l'ensemble du projet. Ensuite on en discute en interne, on analyse le business plan financier, on a l'avantage de connaître ces différentes marques, donc on peut se rendre compte et comparer, notamment en termes de développement, de voir en l'occurrence là le développement commercial de la marque était très important. On était sur un créateur dont on trouvait le style et le positionnement intéressant sur du positionnement créateur accessible. Donc les chiffres étaient bons, le potentiel était intéressant, et puis il y avait un projet qui était d'ouvrir une première boutique qui me semblait tout à fait pertinent. Donc il y a ce premier rendez-vous, ensuite un certain nombre de rendez-vous d'approfondissement, de thématiques, de problématiques. Et si on est intéressé par le projet, on le passe en comité d'investissement. Donc on l'a passé en comité d'investissement. Alors il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un grand oral, c'est-à-dire qu'Alexandre est venu présenter sa collection et puis son projet devant nos souscripteurs. Avec effectivement, donc on a en tant que filière, on a la chance d'avoir comme investisseur dans la structure Didier Grimbach, qui est président de la Fédération de la Couture. On a Daniel Piette, qui est donc président de El Capital, président du groupe de Vaux, enfin Natixis, donc un certain nombre d'acteurs, et le défi également, qui sont des acteurs clés de la filière. Et donc Alexandre s'est livré effectivement à cette présentation, ça s'est bien passé. Donc le comité a donné un accord. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on émet ce qu'on appelle dans notre jargon une term sheet, une LOI, où on définit de manière précise comment fonctionne, comment va fonctionner finalement la relation entre le partenariat entre l'investisseur et la société. Donc ça va de l'information, la gouvernance. Comment on sort aussi, puisqu'on est quand même, notre objectif c'est quand même de sortir, même si on est capable de rester sur des horizons un peu plus longs de 5-7 ans, on a un objectif de sortie au bout de 7 ans. Voilà. Tout semble idéal, facile, automatique en quelque sorte. Ça s'est vraiment passé comme ça, ou il y a eu des petits moments de tension? J'ai pas de deuxième micro, mais il faut reprendre. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez bien entouré. C'est vrai que il y a des gens qui connaissent un peu les processus d'opération comme celle-ci, les processus d'investissement. Donc, moi, c'est vrai que je suis assez novice. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été clair. Bon, j'apprends vite. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une partie de mon job qui m'excite assez, en fait, de ne pas être que styliste. J'aime beaucoup mon rôle de gérante, de chef d'entreprise, enfin, de président maintenant, parce que la société est passée en SAS il y a très peu de temps. Donc, du coup, c'est vrai que c'est après une nature de manager. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que je me reconnais jamais vraiment là-dedans, mais c'est vrai que je pense que le projet a aussi séduit parce que je ne suis pas que styliste. C'est-à-dire que j'ai une maîtrise de mon projet qui je pense être complète. C'est vrai que je maîtrise tous les aspects de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, donc à la fois sur la partie financière, parce que je suis quand même presque au quotidien sur la partie financière et comptable, dans la gestion de mon équipe, parce qu'on a 12 salariés aujourd'hui, dans la communication évidemment, donc dans tout ce qui est communication de la collection avec la presse, et puis après dans le travail qui est mon vrai job, c'est de dessiner les collections. Donc je pense que j'avais un profil qui était assez complet, qui était assez intéressant pour la Caisse des dépôts, parce qu'on a pu avoir des conversations finalement qui étaient très ouvertes et très libres. À aucun moment on a essayé de protéger le créateur, parce que dans le milieu de la mode c'est un peu comme ça que ça se passe souvent, c'est que finalement on protège toujours la tête pensante en pensant qu'elle ne comprendrait pas forcément tous les aspects financiers ou même de négociation qu'est une négociation comme celle-ci. Donc du coup, les conversations, elles ont été assez tranquilles finalement, parce que on négociait un pacte d'actionnaires, donc avec des points très précis sur, comme l'a expliqué Cédric, sur la gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Enfin, finalement, c'est pas vraiment comme ça que c'est dit, mais toutes les décisions qui seront prises, parce que la Caisse des dépôts investit toujours de manière minoritaire. Hein. L'idée, c'est jamais un actionnaire majoritaire. Donc aujourd'hui, la prise de participation, elle reste minoritaire dans l'entreprise.
Après, on a certains accords qui font qu'aujourd'hui, on est amené, nous, tous les 6 mois, à rendre un compte précis de notre activité, ce qui me paraît tout à fait logique, ce que je faisais déjà avec mes actionnaires privés auparavant. Et puis, c'est peut-être prendre des grandes décisions ensemble. Donc, nous, on avait le projet d'ouvrir une boutique. On a ouvert d'ailleurs au 109 boulevard Beaumarchais. Donc, je vous invite tous à aller la visiter. Donc, à côté de chez Merci, donc dans le 3e arrondissement. Et donc, l'investissement de la caisse était aussi pour nous très important parce que ça nous appuyait dans notre histoire. Et puis, ça permettait aussi, parce que ça, c'est une vérité, ça rassure énormément les banques aussi. Donc ça c'est un atout de poids. Et après finalement notre relation au quotidien, c'est vrai que moi par principe c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc j'ai aucune volonté de cacher quoi que ce soit à mes partenaires. Donc la conversation elle est constante sur plein de points, sur des conseils à la fois juridiques, à la fois stratégiques, sur des questions fiscales parfois s'il y a des conseils. Enfin voilà, ils sont quand même très très bien placés, ils connaissent très bien le marché et puis ils connaissent surtout bien la mode, ce qui était rassurant pour moi parce qu'en fait on a été approché par plusieurs fonds pendant la même période et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de plus intimidant dans l'idée de rentrer dans une collaboration, enfin dans un partenariat, parce que c'est quand même un partenariat à la fin, de quelqu'un qui connaît pas forcément le milieu et le métier dans lequel on évolue. Donc le fait que vous soyez spécialisé justement dans la mode a une valeur ajoutée particulière. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous voyez les choses à partir du moment où vous avez investi? Quel type de soutien, de conseils, d'orientation vous pouvez donner à partir de votre expérience dans d'autres domaines? Alors, on a en fait aujourd'hui au niveau de Mode et Finance, on a investi dans 7 jeunes sociétés dans le domaine de la mode, une dans le domaine de la cosmétique. Donc, on connaît, c'est un milieu qu'on connaît bien. On connaît bien les problématiques des entreprises de cette taille-là. Donc, on peut intervenir sur divers aspects en termes de conseils. Ce qu'on cherche à faire nous, c'est vraiment notre objectif. Et c'est vrai que le fait d'être filiale de la Caisse des Dépôts, notre volonté, c'est pas uniquement d'avoir un retour de rentabilité, mais c'est aussi d'arriver à faire émerger de nouvelles marques. Donc on essaye de les aider à se structurer. Alors ça dépend des sociétés. Bon, il se trouve que Ami est une société qui est déjà assez bien structurée. Alexandre était déjà accompagné par des business angels et des personnes qui ont mis en place un certain nombre de tableaux de bord. Mais ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre dans les sociétés, c'est-à-dire de mettre en place des tableaux de bord qui vont permettre aux sociétés d'avoir un pilotage précis de leur trésorerie, parce que quand on est une petite entreprise de ce type-là, la trésorerie est clé, et finalement avoir un dérapage de 50 000 euros, ça devient tout de suite problématique. Donc on essaye, ça fait partie des points très importants. Alors après, on peut intervenir sur des problématiques de recherche de locaux pour l'ouverture d'une boutique, sur des problématiques juridiques, sur des problématiques de financement au niveau des banques. Vous disiez, on n'a pas un objectif de ROI immédiat, etc. Je ne vous crois pas. Je pense que vous avez un objectif, effectivement, de ROI quand même si vous voulez évidemment créer une marque, que c'est un des objectifs sous-jacents. Comment vous voyez justement, Ami, vous en tant qu'investisseur, et après je poserai la question à l'entrepreneur, comment vous voyez Ami se développer dans le long terme, jusqu'à une éventuelle sortie d'ailleurs? Alors, on a une petite idée des différentes étapes, parce qu'il se trouve que on a également un fonds qui s'appelle Patrimoine et Création, qui intervient sur des marques plus matures. On a investi par exemple chez Polka. En fait, on considère que là, on intervient en amont sur des entreprises qui doivent passer le cap et dépasser les 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'ensuite, il y a différents niveaux d'étapes, et qu'à chaque fois, avec des problématiques différentes en termes de structuration, de taille. Et donc, nous, notre objectif, c'est finalement d'arriver à ce que la société arrive à atteindre, faire à peu près son business plan, et en tout cas tripler ou quadrupler de taille en termes de chiffre d'affaires entre le moment où on rentre et le moment où on va sortir. Alors en termes de sortie, quand ça se passe bien, en fait, la société passe finalement d'une étape à une autre. En général, on lance une opération qui peut permettre à un fonds de prendre la suite. Donc si ça se passe bien, de prendre la suite et de finalement financer l'étape d'après, et on sort à ce moment-là. Voilà, exactement. De votre côté, l'accompagnement du fonds, quels sont vos besoins, je sais que l'investissement est tout récent, donc il y a plein de choses à faire, mais en termes d'attente, qu'est-ce que vous avez? Alors,
On en a plein. Enfin, on a toujours des attentes parce que surtout il faut l'organiser. Le développement de la société, c'est vrai qu'il est très excitant parce que c'est vrai qu'on a cette chance de voir notre bébé grandir. On essaie de le faire dans les bonnes conditions. Après, on connaît nos besoins. Nos besoins, ça reste des besoins financiers parce que c'est toujours la même histoire. C'est que chaque saison est plus importante que la précédente. Donc, nos chiffres d'affaires évoluent entre 50 et 60% de saison en saison. Donc forcément, il y a un décalage dans notre trésorerie et du coup, ça, aujourd'hui, on est encore dans une étape. Donc la Caisse des dépôts est rentrée pile poil au moment où il fallait qu'il rentre. Je pense que le timing était presque parfait. Ça nous a permis d'ouvrir la boutique qui elle-même génère un chiffre d'affaires au quotidien, donc qui nous aide aussi dans la trésorerie à alimenter notre business. Ensuite, les étapes, elles se franchissent naturellement pour l'instant. Donc évidemment, on est encore très jeune, on n'a qu'un bilan en fait. C'est ça l'histoire surtout, c'est que nos exercices se terminent en fin février à chaque fois. Donc là, aux banques, finalement, on ne montre qu'un bilan et le bilan qui date d'il y a 1 an. Donc on est encore dans des problématiques d'une société extrêmement jeune qui a eu des opportunités extraordinaires depuis sa naissance. C'est vrai que j'ai eu des actionnaires généreux au départ. Il y a la Caisse des dépôts qui rentre. On est extrêmement bien soutenu par la presse, par le commercial. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est presque idyllique ce qui nous arrive. Maintenant, il faut vraiment organiser notre structure, même si la structure est déjà bonne, parce qu'il y a mes collaborateurs sont des gens qui viennent de grandes maisons de couture, qui ont tous une expérience remarquable, donc qui m'aident énormément aussi dans notre développement. Et après, nous, c'est vrai que le business plan qu'on a vendu finalement et qu'on s'est vendu à nous-mêmes, hein, d'ailleurs, c'est un business plan avec un chiffre d'affaires qui croît de saison en saison, avec des ouvertures de boutiques. Alors pas énormément, mais on a prévu d'ouvrir plusieurs boutiques avant la fin de l'exercice 2015-2016. Donc voilà, il faut juste maintenant, c'est un espèce de calendrier à suivre, à respecter. Et puis après, ça doit se faire. Voilà. Enfin, moi, je me stresse pas énormément dans le sens où je me dis qu'on fera tout pour y arriver, hein, tout, et en même temps, je crois qu'on peut décider de beaucoup de choses. Après, ça reste aussi quelque chose de. On vend pas des téléphones, donc moi, il faut que j'assure aussi saison après saison pour que mes collections elles plaisent. Donc, on est quand même dans quelque chose parfois un peu difficilement quantifiable. On est dans la mode, donc on est dans mon inconscient étant incompétent sur le sujet, mais dans l'international aussi, de plus en plus. Aujourd'hui, vous êtes très franco-français. Alors justement, renseignez-moi un peu là-dessus et sur le rôle que, effectivement, l'investisseur peut apporter dans ce développement international. Alors, la marque est présente, la saison qu'on vient de présenter, qui sera donc vendue à partir de juillet l'année prochaine, sera en vente dans 117 points de vente dans le monde. Donc essentiellement étrangers, parce que c'est 20%, à peu près 20% en France et 80% sur le territoire américain, anglais, japonais, asiatique surtout finalement. Donc voilà, la marque elle existe surtout à l'étranger. Mais à Paris, elle est présente partout, elle est présente au Bon Marché, au Printemps, chez Franck & Fils, dans des boutiques multimarques également, et puis avec notre boutique. Donc à Paris, on est très très bien représenté. Il faut voir que là, on est sur un secteur qui est quand même très international, la mode, et effectivement, les jeunes marques. La problématique de ces jeunes marques, en fait, dans le secteur de la mode, c'est qu'elles se retrouvent confrontées à des problématiques très complexes, très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, elles produisent à l'étranger, elles vendent à l'étranger, elles sont basées en France. Tout de suite, la composante étrangère est très, très importante. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que, juste avant de passer la parole au public pour des questions, vous avez 2-3 points que vous voulez transmettre, dont vous avez peut-être déjà parlé, mais des takeaways sur votre expérience d'entrepreneur et vous en tant qu'investisseur dans des startups, quelques conseils que vous pourriez donner au public? Moi, je sais pas, le conseil que je peux donner, je ne sais pas si c'est un conseil, mais finalement, je pense qu'on l'a tous en tête avant de commencer un projet d'entreprise. Finalement, c'est de bien identifier identifier son projet. Finalement, bien expliquer pourquoi on va le faire, pour qui on va le faire. Donc, les problématiques de base, il faut, je pense, extrêmement bien les définir. Ne pas avoir peur de prendre un peu plus de temps, parce que moi, j'ai pris finalement 1 an, c'est peu, mais c'est quand même au quotidien 1 an pour mettre un projet en place, c'est quand même beaucoup de temps, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. De vraiment réfléchir et d'anticiper toutes les problématiques que comporte la création d'entreprise
Et c'est vrai qu'il y a toujours un côté excitant comme ça à imaginer qu'il va se passer que des bonnes choses. Il y a forcément des choses un peu moins rigolotes à vivre. Et donc peut-être c'est ça, c'est vraiment anticiper au maximum son projet. Et après, bon, j'imagine que les gens qui nous entourent ont cette conscience, mais bien préparer le business plan, finalement, les aspects financiers, comptables, parce que c'est surtout ça à la fin. Enfin, moi, je sais que mon domaine, c'est surtout un métier de logistique, bizarrement. Enfin, la création dans mon quotidien, ce n'est que 20%. Le reste du temps, c'est de la gestion, c'est de la comptabilité, c'est de la finance. Et puis c'est, je pense, rester dans quelque chose, être bien sûr passionné, croire plus que tout de ce qu'on fait, parce que vous êtes le seul à pouvoir le vendre. Moi, je sais que au départ, je suis tout seul dans mon histoire. Je suis tout seul chez moi avec l'idée peut-être de créer une marque. Et puis finalement, je l'ai vendue depuis la première année en montrant juste des papiers, quoi. Enfin, un projet sur un dossier A4 de 50 pages. Donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir fédérer au maximum les gens qui seront amenés à vous accompagner dans votre aventure. Alors, en termes de conseils sur la partie recherche de financement, je pense qu'il est important de bien calibrer, échelonner le financement de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites 100-150 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas lever 2 millions d'euros tout de suite. Donc essayez de séquencer les levées de fonds. Alexandre est un bon exemple finalement d'un financement par étapes qui s'est bien passé, c'est-à-dire trouver des business angels au départ pour lancer l'idée, parce qu'il y a très peu de fonds qui interviennent à ces niveaux d'amorçage, et ensuite commencer à avoir du chiffre d'affaires, de l'activité, une preuve de la viabilité du business model et du potentiel de croissance, ce qui permet derrière d'aller voir, de faciliter, d'aller voir un fonds. Autre point important, c'est d'être bien entouré, c'est-à-dire d'avoir des gens capables de vous aider sur la partie financière, sur la partie juridique, pour arriver avec un dossier bien ficelé. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de très important, parce que c'est vrai que c'est, je pense, un peu le souci du créateur d'entreprise, c'est qu'on a toujours peur d'être dilué dans son capital, on a toujours peur parce qu'on a besoin d'argent de toute façon, ça c'est une réalité. Moi, j'avais pas d'argent personnel, il n'y a pas d'argent familial, donc je sais qu'au départ, mon histoire, elle existe et elle n'existera que parce qu'il y aura des personnes qui investiront dans mon truc. Donc forcément, dans la valorisation, parce qu'on parle souvent de ça, on parle de la valorisation de votre entreprise. Nous, on a eu honnêtement l'audace de l'évaluer assez fortement dès le départ, parce qu'on pensait, et on connaît les exemples de réussite dans la mode, de bien évaluer son entreprise, pas trop l'évaluer, ni de la sous-estimer. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Et ce qui nous a permis, parce qu'on a très très vite généré un chiffre d'affaires conséquent, de pouvoir être amené à faire des négociations d'égal à égal finalement. Parce que c'est vrai que l'idée du fonds d'investissement et de l'investissement en général peut être très intimidant. Vous ne l'avez pas été trop, mais c'est vrai que ça peut être intimidant. Je pense qu'il faut juste garder en tête que de toute façon, il faut donner pour recevoir, et que trouver le juste équilibre pour finalement être à la fin, enfin moi, ce qui me concerne, encore majoritaire, parce que je suis vraiment même plus que majoritaire dans mon entreprise, et que de toute façon, l'idée, c'est qu'on aura toujours besoin d'argent pour se développer. Donc on aura toujours besoin de diluer notre capital à nouveau. Donc c'est au moins au départ d'essayer de ne pas trop se brader, je pense, et puis d'être conscient de son potentiel et de la force de son entreprise. On passe aux questions, il y a des doigts qui se lèvent. Oui, en fait, ma question était comment vous négociez la partie que vous cédez de votre entreprise. C'est une question pour vous deux, aussi bien pour l'investisseur que pour l'entrepreneur. C'est très difficile de dire 400 000 euros, je donne 20% de mon entreprise. C'est un pari qui est pas facile. Alors, vous avez entendu la question c'est Oui, en fait, ma question était comment vous évaluez la partie de l'entreprise que vous cédez pour les fonds que vous levez. C'est très difficile à estimer, surtout après même pas un bilan, même pas une année d'activité. C'était la question. C'est pour le coup une vraie négociation, c'est une vraie discussion ouverte.
C'est vrai que nous, on avait un chiffre d'affaires, on avait une valorisation de départ. C'est vrai qu'on a eu la chance, je ne sais pas comment le dire autrement, on avait eu des augmentations de capital précédentes avec des valorisations, des cessions de parts, enfin, avec des choses qui étaient déjà quantifiées finalement. Donc du coup, quand on est arrivé, c'est plutôt la négociation, c'est faite plutôt sur la valorisation de l'entreprise, vraiment se mettre d'accord sur la valeur, parce que finalement la valeur, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc il faut juste trouver un espèce de compromis sur une valeur qui nous convenait, une valeur qui convenait aussi à la Caisse des dépôts, et puis du coup après finalement argumenter la mécanique de négociation, enfin, la mécanique d'investissement. Sur cet aspect-là, en fait, nous on a, vu qu'on fait un certain nombre d'opérations sur ce segment-là, on a des benchmarks en interne de valorisation, sachant que l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que si on peut calculer sur la base du chiffre d'affaires réalisé ou sur la base du stade de développement et sur la base du potentiel de rentabilité à terme. Justement, c'était ma question, c'est comment vous avez valorisé votre entreprise, sur la base de quoi, et comment on est actionnaire majoritaire quand on n'a pas d'apport, comment on est actionnaire minoritaire quand on apporte 400 000 euros. En fait, on est sur un secteur où des entreprises qui ont déjà un niveau de chiffre d'affaires, hein, là on ne parle pas de... On est quand même, qu'au moment où on a fait l'opération, on était sur une société qui avait quand même un niveau assez significatif de chiffre d'affaires. On est autour d'1 million d'euros déjà. On était sur une entreprise qui était déjà structurée et qui, en plus, on est dans un secteur où on a une certaine visibilité sur la suite. Donc ça aide aussi. Donc avec un potentiel de croissance sur l'exercice suivant qui était important. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est sur des entreprises très jeunes qui font encore peu de chiffre d'affaires et on valorise du potentiel, mais il y avait quand même une tendance, l'ouverture d'un magasin. Répondre en fait à votre question, en fait, mes partenaires de départ sont aussi des gens qui voulaient vraiment m'accompagner. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont voulu, par exemple, prendre des parts pour prendre des parts. C'est vrai qu'on a fait une valorisation à l'ouverture de l'entreprise, à la création de l'entreprise à 1 million d'euros, alors qu'on n'avait encore rien fait. Mais on a décidé finalement que cette entreprise aurait du potentiel et qu'elle allait se développer de manière naturelle assez rapidement. Donc finalement, quand j'ai levé 260 000 euros, j'ai donné 26% de mon capital. Donc j'ai 74% de mon capital. Après les... Pardon ? La première levée de fonds, c'était une levée de fonds de 260 000 euros sur une valorisation d'1 million. Donc voilà, donc au départ, j'aurais pu avoir des gens qui m'auraient dit je te donne 260, mais on valorise ta boîte 450 et tu auras 40. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'était que juste au départ, les gens qui m'ont entouré ont été très bienveillants. Donc finalement, les deux autres levées de fonds, elles ont été naturellement plus importantes, enfin pas forcément plus importantes en montant d'investissement, mais sur la valorisation de l'entreprise. Que finalement, quand on s'est rencontrés, on était en plus sur une croissance tout à fait. Il y avait pas de d'arnaque. Enfin, je veux dire que nous, on avait la sensation qu'on était dans une valorisation tout à fait légitime. Donc après, il a fallu juste trouver les bons accords entre nous, mais ça après, c'est confidentiel. Mais l'idée que je pense, quand vous vendez votre idée de départ, moi, je savais de toute façon qu'il était hors de question d'être minoritaire de ma propre histoire. J'apportais tout le projet. Alors, j'apportais pas d'argent, certes, mais j'apportais mon nom, parce que maintenant, c'est sur moi qu'on communique. Enfin, c'est ma tête qu'on voit dans les magazines. C'est ma marque, c'est mon ADN, c'est ma création, c'est ma créativité. Enfin, c'est tout. Je peux pas donner plus, je peux pas donner moins, je crois pas, mais je veux dire que tout ce que j'ai donné aujourd'hui, c'est aussi l'identité de l'entreprise, et je pense que c'est ce qui séduit. Parce qu'on parle souvent du manager, enfin c'est vrai que le manager, j'aime pas ce mot-là parce que ça me paraît toujours bizarre, mais je reste l'image de ma société, j'en suis le digne représentant, j'espère, mais du coup c'est sur mes épaules que tout repose finalement. Donc peu importe les financements, les investissements, les taux, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est assez sain. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour la SAS. Vous pouvez vous lever? Bonjour, j'aimerais savoir en fait pourquoi vous avez opté pour la SAS. Parce que avec toute la simplicité qu'il y a, la souplesse du statut, j'aimerais savoir si c'est pas un problème finalement pour le futur. Alors, je sais pas répondre à cette question, mais je peux dire juste un truc. En fait, la holding de départ est une SAS. La société qui exploite la marque était une SARL, finalement. Et quand on a transformé au moment de l'investissement de la CDC, la société de la SARL s'est transformée à nouveau en SAS. Mais après,
En fait, c'est pour des contraintes. Dès qu'un fonds investit dans une entreprise, ça va être en SAS. Il n'investit jamais dans une SARL. Ou une SA, hein, mais pas une SARL. En l'occurrence, là, c'est... En effet, dans les SAS, vous avez une flexibilité au niveau de la valeur des actions et que vous n'avez pas dans une SARL. D'ailleurs, on parle de part sociale dans une SARL. C'est-à-dire que vous pouvez dire que telle action donne un droit de vote double, telle action donne droit à plus de dividendes, telle action donne droit en moins. Enfin, vous pouvez vraiment être ultra flexible. Et les fonds aiment bien ça, bien sûr, parce que ça permet de faciliter la négociation, ça permet d'assouplir les règles, et puis ça permet évidemment de faire plus de gains quand nécessaire. Donc cet aspect-là est très important pour les fonds, effectivement. Oui, bonjour. J'avais une question sur le profil d'investissement de la CDC. Vous dites que vous faites de l'equity gap. Vous avez levé en fait 400 000 euros. Et je voulais savoir si la CDC en fait pouvait investir une partie en prenant des actions et l'autre partie en abondant au compte courant de la société. Ou est-ce que c'est quelque chose que la CDC ne fait pas? Oui, en fait, alors juste une parenthèse, en fait, c'est une erreur, on a investi 600 000 euros, hein, pas 400 000 euros chez nous. Okay. Oui, tout à fait. En fait, on peut investir en fonds propres, quasi-fonds propres, donc ça va être actions, obligations convertibles, obligations remboursables en actions. Donc c'est sous ce format-là. On investit rarement en compte courant. En fait, surtout à ce stade de développement de l'entreprise, en général, c'est plutôt d'ailleurs de l'equity pure, de l'action, parce qu'on est sur des entreprises jeunes qui ont besoin de fonds pour se développer. C'est pas tellement de la dette dont ils ont besoin. Du coup, les fonds propres leur permettront de lever de la dette. Donc en général, on est plutôt en action à ce stade de développement. Merci beaucoup. Oui, pour rebondir par rapport à la forte adéquation, à la forte proximité entre la société et le créateur, quelles étaient les clauses dans la participation qui lient finalement l'investissement à la personnalité du créateur et comment ça se traduit au niveau du pacte d'actionnaires? Alors effectivement, vu qu'on est dans un secteur où le dirigeant est un actif essentiel de l'entreprise, donc effectivement c'est un point très important qui est traité au niveau du pacte d'actionnaires avec un engagement d'exclusivité sur la société. Ça veut dire que si, l'ensemble des activités d'Alexandre passent par l'entreprise. C'est notamment traité comme ça. Alors, il y a évidemment la marque. On exige que la marque soit détenue par la société. Donc ça, c'est effectivement la marque AMI est détenue par la société. Mais c'est aussi lié au fait donc une exclusivité sur l'activité. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir d'autres contrats. Par exemple, je peux être le directeur artistique d'une autre marque de prêt-à-porter, si cette année arrivait. Mais par contre, les revenus ou les revenus de cette activité passent par la société. Question, est-ce que vous détenez, vous, Alexandre Mathieri, votre propre nom? Mathussi, pardon. Excusez-moi. Non, la marque, en fait, le dépôt de la marque, c'est une histoire assez rigolote parce qu'en fait, Ami est un nom commun, donc vous imaginez bien le bordel pour déposer ce genre de choses. Mais c'est pour ça qu'on l'a lié au fait que voilà, c'était les initiales, c'était un anagramme de mon prénom et mon nom de famille. Donc c'est vraiment la marque en tant que telle, en tant que dépôt, c'est Ami Alexandre Mathussi. Donc c'est une marque à la fois verbale, nominale et en plus qui est liée à un logo assez précis. Donc on a pu protéger ce nom. Donc voilà, j'étais obligé de donner mon nom, mais je m'en remettrai. Dans le pire des cas, je m'appellerai... Voilà, je ne sais pas comment d'ailleurs encore, mais on aura l'occasion de me réinviter sur ce sujet dans quelques années. Je crois qu'il y avait une question Deux questions au CDC. Savoir si vous avez d'autres thématiques, comme vous avez dit la mode et le luxe, savoir si vous avez d'autres thématiques dans lesquelles vous investissez, et savoir si vous aviez l'air plus docile que les autres fonds d'investissement. Vous avez les mêmes clauses, les mêmes types de clauses agressives qu'ont les autres fonds d'investissement, les clauses de rachat, les clauses de sortie. Alors, vous êtes plus docile parce que vous êtes la caisse de dépôt. Alors, sur la partie fonds, en fait, dans le domaine des fonds sectoriels, en fait, on a une forte composante thématique industrie créative. Donc effectivement, on a deux fonds dédiés à la mode, au luxe, donc mode et finance et patrimoine et création, mais qui intervient dans des entreprises de taille plus importante. Après, on a un autre fonds qui est dans la filière bois, donc rien à voir, donc le fonds stratégique bois qui intervient dans des scieries, construction bois, menuiserie charpente et bois énergie.
Et voilà, donc on a certaines thématiques qui sont suivies. On intervient dans les sciences de la vie, on a des fonds qui interviennent dans les technologies d'information, on a un fonds dans les écotechnologies. Donc on a pas toutes les thématiques, mais certaines thématiques qui sont effectivement suivies par des fonds sectoriels spécialisés. Après, sur les clauses, on fonctionne comme la plupart des fonds d'investissement, donc on met en général le même type de clause. Par contre, c'est vrai qu'après, dans les pratiques, on est sur des choses qui sont assez standards. On ne demande en général pas de ratchet, par exemple. Mais par contre, la liquidité, on a des clauses de liquidité parce qu'on doit sortir. Voilà. Je vous demanderai d'applaudir nos deux participants.